Les serres Sylvain Cléroux vous présentent l'émission Un jardin en nous. Bienvenue à Un jardin en nous, ici Louise Arcan au serre Sylvain Cléroux. L'hiver a été long, le printemps s'est fait attendre, mais enfin, c'est le temps de planter nos annuelles. Pour débuter, je vais vous présenter au serre Cléroux. Les serres débordent de fleurs et de choix et c'est le meilleur endroit parce que les fleurs sont vraiment dans leur environnement. Alors, la qualité est là et la quantité est là aussi. Comment choisir nos fleurs? Bien, on peut se promener dans les serres, y aller par coup de foudre et se faire conseiller. Et aussi, souvent, ce qu'on me demande, on dit pourquoi ces fleurs-là, elles sont moins chères que les autres? Souvent, c'est qu'on ne différencie pas la différence entre un semis et une bouture. Alors, tout ce qu'on va acheter en multicellules, va être comme ça qu'on appelle des multicellules, c'est des semences. Tout ce qu'on va acheter en pot, c'est des boutures. Et les boutures à l'achat sont beaucoup plus dispendieuses qu'un semis. Alors, c'est pourquoi il y a une différence de prix. Au niveau de la performance, c'est que souvent aussi, c'est que les boutures, les plantes comme le géranium est un très bon exemple, c'est une semi-vivace. C'est-à-dire que dans le fond, c'est une vivace, mais vu qu'elle n'a pas la capacité de passer l'hiver québécois, elle devient annuelle. Mais on pourrait simplement la rentrer à l'automne puis de la récupérer pour prendre les boutures sur le plan et les multiplier nous-mêmes sans problème. Et ici, j'ai un géranium par semence. Alors, ça, moi, je nettoie automatiquement mes fleurs. C'est comme une manie chez moi. Je prends un plat, je le nettoie. Alors ici, vous avez un géranium qui est fait par semence. La grosse différence entre un géranium de semence, à part le prix, c'est vraiment aussi la floraison. C'est qu'un géranium qui est par semence, c'est beaucoup une fleur qui est simple, tandis qu'un géranium qui est par bouture, c'est une fleur double. Il va être beaucoup plus performant aussi au niveau du feuillage. Et il est plus résistant, le géranium de bouture, à la sécheresse. Alors, si on a des pots, des conceptions de pots, je vous suggère plus de prendre un géranium qui est fait à partir d'une bouture que la semence, parce qu'il va avoir plus la capacité de supporter le manque d'arrosage, le plein soleil. Il y a plus une capacité, le niveau racinaire est beaucoup plus formé qu'au niveau d'une semence. Dans les annuelles, il y a tellement de choix de fleurs et l'avantage de choisir des fleurs annuelles, c'est qu'elles vont fleurir tout l'été. Alors ça, c'est vraiment très agréable parce qu'on va avoir vraiment des fleurs abondantes tout l'été si on leur donne les conditions idéales de culture. Pour les plantes de semis, de plus en plus, on va avoir des nouvelles variétés. Il y a les célosiques, ce sont des vieilles variétés, mais qui reviennent un peu à la mode. Un peu comme les tagettes qu'on appelait les marigolds de nos grands-mères. C'est devenu maintenant encore bien à la mode de les utiliser en parterre et en plus, ça va éloigner un petit peu les moustiques. Et en massif, c'est très coloré, c'est très beau. C'est des plantes qui sont très faciles, de simplement les nettoyer là, quand la fleur est fanée et le tour est joué. C'est vraiment très simple. Aussi, une chose très importante quand on choisit nos fleurs, c'est que bien souvent, les clients, je trouve qu'ils vont choisir des plantes qui sont déjà trop avancées. Ils vont prendre des paniers qui débordent de fleurs. C'est mieux de choisir des fleurs qui sont moins avancées, qui sont plus à leur stade de croissance pour qu'ils puissent faire votre saison en floraison. Fait que bien souvent, si on va prendre un panier qui est trop fleuri, bien, rendu au mois d'août, il a pas mal rendu son âme là, au niveau de sa floraison. Alors, de choisir des plants qui sont beaucoup plus petits va aider justement, là, en mettant de l'engrais, à avoir une floraison qui va aller s'étendre jusqu'au mois de septembre et même des fois jusqu'au premier gel, là, septembre, octobre. Alors, c'est important de choisir. C'est sûr qu'on va le mettre à la maison. Il n'y aura pas tout de suite la performance qu'on voudrait, là, mais on est mieux de prendre des plants qui sont beaucoup plus petits, qui vont devenir vigoureux et qui vont se mélanger avec les autres plantes qu'on achète. Alors ça, c'est très important. Alors, je suis dans une table ici avec les Million Bells, ce qu'on appelle le nom commun, dans le fond, le Calibrachoa. Le Calibrachoa qui est vraiment une plante extrêmement performante et qui tolère bien le soleil. Aussi, des fois, on a besoin de savoir quelle plante on peut utiliser plein soleil à part du fameux géranium qui est très performant. Mais il y a d'autres plantes qui s'offrent à nous pour le plein soleil. Le Million Bells, c'est un très bon exemple. C'est un Calibrachoa qui va avoir vraiment une belle
petites fleurs, mais qui va en faire beaucoup, très, très, très abondamment et qui va former une très belle cascade. Un plant comme ça peut atteindre facilement de 3 à 4 pieds de cascade. Alors, le mettre en suspendu ou dans une plate-bande, dans un muret, va créer vraiment là, une atmosphère vraiment intéressante. Puis, il y a vraiment des belles couleurs. Là. On a ici là, le cuivré, mais il va y avoir du rouge vif, du mauve, du rose. Il y a vraiment un grand choix de couleurs. J'ai les zinnias aussi, qui est vraiment une belle variété. Les zinnias, c'est vraiment une fleur, là, c'est dommage, elle n'est pas en fleur parce que ça fleurit plus au mois de juin. Mais c'est vraiment une floraison qui est abondante, peu d'entretien. Il faut juste faire un petit peu attention à l'arrosage parce que l'arrosage pour les fleurs, c'est très important. C'est mieux d'arroser abondamment le matin et très peu le soir. Alors, ça, c'est ça ici. Les coléus, je pourrais vous montrer des fleurs et des fleurs et des fleurs. Ici, il y en a tellement, ça déborde. Les serres, ils sont pleines, les choix. C'est vraiment selon vos goûts et de vérifier est-ce qu'ils vont à l'ombre, est-ce qu'ils vont au soleil et le tour est joué. Au niveau des paniers suspendus, on a énormément un grand choix aussi. Fait qu'on a vraiment des fleurs pour l'ombre, des fleurs pour le soleil, des petites, des grosses. Il y en a vraiment de toutes les grosseurs et de toutes les couleurs. Nos fleurs annuelles, c'est très important de les fertiliser. Alors, il faut mettre de l'engrais régulièrement. Idéalement, quand on les achète dans des serres comme ça, ils ont déjà beaucoup d'engrais. Parce que nous, ici, à chaque fois qu'on arrose, on dissout un petit peu d'engrais dans chaque arrosage. Fait que c'est sûr, quand on arrive à la maison, là, ils ont encore un bon bout, une bonne quantité d'engrais qui reste dans la terre, là, mais il faut en rajouter. Idéalement, si on n'utilise pas un engrais qui est granulaire, c'est de mettre un engrais qu'on va rajouter au moins à toutes les 3 semaines au niveau du sol pour vraiment aider la floraison de nos plants. Je répète souvent que la terre, c'est le plus important. C'est sûr, nos annuelles, si on veut qu'elles soient belles, il faut offrir une bonne terre, de l'engrais et de l'eau. Pour revenir sur un peu ce que je disais tout à l'heure, l'avantage d'acheter les fleurs chez le producteur, c'est bien entendu que les fleurs n'ont pas subi de transport. Parce que souvent, ce qui va maganer les fleurs, c'est le transport, parce qu'ils ont été sur des racks, ont été dans le camion. Alors ici, ils sont vraiment dans leur premier environnement, sont dans leur maison de naissance. Alors les plants sont vraiment de qualité supérieure quand vous les achetez chez le producteur. Ça, c'est vraiment l'avantage. Le deuxième avantage que je pourrais vous dire aussi, c'est au niveau du choix. Parce que c'est certain, quand vous allez venir chez un producteur, voir comment que du choix, c'est vraiment impressionnant, ça vaut vraiment le détour. Et aussi, le personnel est qualifié. Quand on va dans des endroits où ils font eux-mêmes leur culture, ils vont être en mesure de vous donner vraiment des petits conseils pour vraiment améliorer votre plantation. Ici, au Serre Clérou, on emploie aussi beaucoup de Mexicains. Alors, c'est le fun aussi de les voir travailler, de voir travailler. Parce que les fleurs, souvent, ce qu'on me dit, on me dit « Ah, vous êtes chanceuse, vous travaillez dans les fleurs ». Ils ne voient pas tout le travail qui est relié aux fleurs. Tu sais, on commence vraiment avec une petite semence ou une bouture et c'est vraiment plusieurs étapes avant d'arriver vraiment là, à des produits qui sont finis dans les pots comme ça. Alors ici, c'est sûr qu'on va desservir les chaînes de magasins. C'est pas seulement pour le détail, mais ça a l'avantage d'avoir tellement de quantité quand on vient visiter les serres, vu que justement, on offre ces produits-là pour les chaînes de magasins, mais vous avez la chance de voir l'abondance et la quantité qui peut se retrouver dans les serres comme ça. Là. Juste pour vous donner une idée de production, on produit plus de 400 000 paniers suspendus et même plus. Alors, c'est vraiment impressionnant d'arriver dans les serres puis de voir là, comment gigantesque peut se retrouver les fleurs là, par millions sur les tables. Alors, pour du choix, c'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix. Alors, un élément très, très, très important pour la culture des annuelles, c'est bien sûr l'arrosage. L'arrosage, c'est vraiment la clé du succès autant que la terre. Alors, quand on arrose, si je peux vous donner un conseil de jardinière, c'est de ne jamais arroser la fleur là, sur le feuillage. Idéalement, ce serait vraiment là, de tasser idéalement, là, le feuillage et d'arroser au niveau du sol. Parce que quand on arrose le feuillage, ça a beaucoup d'effets néfastes d'une certaine manière. C'est que s'il fait soleil, ça va cuire, l'eau va faire cuire le feuillage. Et aussi, si on arrose le soir, bien souvent, c'est là qu'il vont se développer des maladies au niveau là, du milieu, d'humidité, ou qu'il peut se former des champignons. Ça va être vraiment l'eau qui va créer. Alors, c'est bien important d'arroser plus au niveau du sol. Aussi, si je peux vous conseiller une autre chose, c'est de vraiment arroser le matin. Vous êtes mieux d'arroser abondamment le matin et très peu le soir. Parce que le jour, vu qu'on va arroser beaucoup,
ça va avoir le temps de sécher avec la journée. Tandis que si on arrose le soir, l'eau va rester sur le plant et comme il fait plus frais, alors c'est là qu'il peut se développer des maladies là, au niveau de l'arrosage. Alors on est mieux puis de jamais arroser là, quand il fait vraiment soleil. Alors on arrose le matin abondamment et très peu le soir. On rajoute un petit peu d'eau là. S'il y a besoin de beaucoup d'eau, on en rajoute beaucoup, mais tu sais, on peut juste faire notre gros de l'arrosage le matin. Ça, c'est très important. Parce que aussi, ce qui est bien important de noter, c'est que les plantes, ce qu'on oublie, ils ont toujours 10 degrés au niveau du feuillage plus élevé que la température. Alors, si déjà en mettant beaucoup d'eau sur un feuillage qui est très chaud, ça va donner un choc à la plante. Et bien souvent, les fleurs vont faner ou ils vont tomber ou vont être moins vivantes. Alors, l'arrosage, c'est vraiment la clé du succès. Et ici, on a vraiment, à la superficie d'entreprise comme ça, on a vraiment des personnes qualifiées qui vont justement vérifier. Là, on a des agronomes qui travaillent pour nous à la semaine longue, justement pour vérifier l'arrosage, s'il y a des bactéries, s'il y a des bébites, des choses comme ça, pour que ce soit vraiment, parce qu'avoir une maladie qui se propage dans une grandeur de serre comme ça, c'est vraiment pas bon. Fait que c'est vraiment toujours surveillé et supervisé. Visitez vos producteurs pour avoir un été tout en fleurs. Cette année, on ne retrouvera pas d'impatients réguliers sur le marché parce qu'il y a eu une maladie qui s'est développée au niveau du sol. Alors, pour parler de cette problématique, j'ai invité Alain Charbonneau pour nous parler un peu de ce problème. Bonjour, Louise. Bonjour Alain. Alors, c'est quoi exactement le problème de l'impatient régulier? Bien, l'impatient régulier, qu'on appelle la Walleriana, qui est l'impatient standard, se trouve à avoir été affecté par un pseudo-champignon. On n'est pas sûr, selon les différentes écoles de pensée, c'est un champignon, c'est pas un champignon. Et ça s'appelle le mildiou. Ça, on est certain. Le mildiou a eu comme problématique d'infecter l'impatient. Mais quand il l'infecte, il détruit l'impatient. Donc, cette année, l'industrie horticole québécoise a pris une position que je trouve une position courageuse et très professionnelle. Ils ont décidé de ne pas offrir d'impatient aux consommateurs au cas où elle serait malade. Donc, vu que c'est une maladie de sol, ce pseudo-champignon-là peut se retrouver dans le sol pendant plus d'une vingtaine d'années. Puis, il se développe dans des conditions humides, chose qu'on a souvent au Québec. Ça, il se développe dans la terre et non pas chez le producteur. Non. Ça, c'est très important de le mentionner parce que souvent, on s'est fait dire que vos impatients sont devenus pas beaux, mais c'est vraiment un problème qui a lieu dans le sol. C'est un problème qui a lieu à l'extérieur. Dans les serres, on est capable de faire des impatients qui sont très beaux. Les consommateurs pourraient partir, les acheter en centre de jardin, les acheter au Serre Sylvain Cléroux, les acheter en centre de jardin, les acheter en pépinière, aller chez eux, les transplanter. Ça pourrait être beau pendant un mois. Ça peut être c'est ça, beau. c'est après. C'est ça, ça dépérit très rapidement. C'est une maladie qui est apparue en Angleterre dans les années 2003. Puis de ce problème-là, on s'est ramassé comme problème mondial. Donc, on pourrait encore offrir l'impatient, mais par souci de performance, l'industrie québécoise a décidé de ne pas en offrir. C'est important de mentionner que c'est seulement l'impatient régulier. En plein ça, parce que là, nous avons aussi l'impatient Nouvelle-Guinée, qui, elle, est totalement un impatient, même si on retrouve le mot impatient dans les deux, c'est la seule similitude qu'il y a. C'est ça. L'impatient Nouvelle-Guinée, on en retrouve ici des échantillons. Ceci, c'est de l'impatient Nouvelle-Guinée par semence et ceci par bouture. L'impatient Nouvelle-Guinée a la caractéristique d'avoir des fleurs beaucoup plus grandes que l'impatient ordinaire et a différents feuillages aussi. Dans l'impatient ordinaire, on retrouvait, c'est une plante qui est très difficile à remplacer parce qu'on retrouvait plus de 25 coloris. Oui, puis c'était une fleur idéale pour l'ombre aussi, puis il n'y a pas énormément de variétés pour l'ombre. Effectivement. C'était vraiment une plante qui était vraiment appliquée pour l'ombre. Oui. Et avec les années, elle a été hybridée quand même pour supporter le soleil. C'est pour ça que si on recule jadis, il y a 30 ans, c'est une plante qui était vouée qu'à l'ombre. Mais avec les... Oui, ils ont mis un produit plus performant et effectivement, l'impatient avait plus... L'impatient était rendu qui performait autant à l'ombre, autant au soleil. Donc, problématique qu'on a, c'est comme si on arrive dans une saison où on n'a pas d'impatient et qu'on veut remplacer des plantes qui vont strictement à l'ombre. C'est là que ça devient plus problématique. Et c'est quoi que tu nous suggères? Qu'est-ce qu'on peut remplacer? Les Nouvelle-Guinée vont très bien à l'ombre. Les impatients Nouvelle-Guinée. Ouais. Donc, on a cette année une nouvelle série qui s'appelle, qui n'est pas vraiment une nouvelle, mais qui sera beaucoup plus présente dans le marché québécois cette année, durant le printemps 2014.
parce que, à cause qu'on a pris une décision de ne pas offrir l'autre genre d'impatient. On appelle la série divine. C'est une impatient Nouvelle-Guinée qui est obtenue par semence. Exactement. Alors, si je peux me permettre, c'est un peu aussi au niveau du coût aussi, parce que ça va être un petit peu moins cher qu'une bouture. Alors, un petit peu plus cher que la semence régulière, parce qu'une semence qui coûte plus cher, mais au moins, c'est une alternative. C'est une très belle alternative. C'est vraiment quelque chose qui performe très bien. Si on regarde, les fleurs maintenant fleurissent en dehors du feuillage. Donc, on voit vraiment les fleurs. C'était le problème avec les impatiens de Nouvelle-Guinée obtenus par semence. Les fleurs étaient vraiment cachées dans le feuillage. Tandis que maintenant, elles sont vraiment au-dessus du feuillage. Et ils font plus de feuillage aussi, à un moment donné, puis c'est plus en hauteur. Ils sont beaucoup plus vigoureux au niveau du feuillage et de la fleur. C'est vigoureux et c'est un plant qui est extrêmement bien branché. Oui. Fait qu'il part de la base. Fait que c'est vraiment une génétique qui se développe très bien et qui pousse très bien dans notre climat ici du Québec. Comme tu as mentionné, c'est effectivement plus économique parce qu'elle est partie à partir d'une semence. Tandis que si on prend l'autre... Mais elle est plus dispendieuse que la semence régulière. Oui, absolument. Par contre. C'est vraiment... C'est plusieurs fois le prix d'une semence régulière. Oui. Si on prend l'autre type d'impatient de Nouvelle-Guinée qu'on obtient, c'est obtenu par bouture. La manière que ça fonctionne, au niveau de la production, c'est que les plants mères sont situés aux îles Canaries ou bien au Costa Rica, principalement. Durant l'hiver, elles sont reproduites au Costa Rica et aux îles Canaries. Puis après ça, les îles Canaries, c'est surtout pour desservir le marché européen. On en retrouve aussi en Éthiopie. Donc, on a des plants mères qui sont des plants très gros, à partir duquel on prend des boutures qui sont à peu près... Permettez, je vais vous en... Et on fait la reproduction. En plein ça. On prend une bouture qui est une plante qui est à peu près grosse comme ça. On met ces plantes-là dans des sacs. C'est vraiment bien, au niveau sanitaire, c'est vraiment bien fait. On met ça dans des sacs. Ça part des îles Canaries ou ça part de Costa Rica. C'est étonnant de voir la qualité du produit quand il arrive. Ah oui, oui. Ça part par avion. Oui. Ça s'en va soit en Europe, soit ici en Amérique du Nord, dans des serrisses qui sont spécialisées pour l'enracinement. Cette petite tige-là est mise en terre et c'est ce qui fera quelques semaines plus tard qui donnera cette plante-là. Exactement. Aussi pour alternative de notre fameux bégonia aussi qu'on peut utiliser pour l'ombre, le feuillage vert, qu'on peut utiliser pour remplacer aussi la Nouvelle-Guinée. Dans le bégonia, on se trouve, c'est une très belle plante pour remplacer l'impatient. Ouais. Dans le bégonia, on se trouve à avoir les bégonias fibreux ou les bégonias tubéreux. La seule différence qu'il y a entre les deux, pourquoi on les appelle comme ça, c'est que le fibreux, la racine est fibreuse. Donc, c'est vraiment des petits filaments, tandis que dans les autres ici qu'on retrouve, qui sont les bégonias tubéreux, donc je vais ici prendre un exemple. Dans les bégonias tubéreux, si on se trouve à déraciner, puis on voit de la fibre, mais au centre, il y a une tubère, il y a vraiment une racine dans laquelle on peut propager les plantes d'année par année, à chaque année, avec cette tubère-là, cette racine-là. Mais ces bégonias tubéreux-là sont partis maintenant à partir de semences. C'est ce qui fait que c'est beaucoup plus économique. Dans les bégonias tubéreux, on a une gamme d'à peu près une vingtaine de couleurs. On a des coloris feuillage foncé ou des feuillages verts pâles. On a les fleurs... Excuse-moi, si je peux me permettre, les feuillages qui sont foncés, qu'on appelle les mochas, sont quand même assez résistants au soleil. Absolument. Qui est étonnant pour un bégonia tubéreux parce que tout le monde pense que c'est seulement pour l'ombre, mais le mocha résiste très bien au soleil. Si on recule, il y a 25-30 ans, c'était des plantes qui étaient dédiées à l'ombre. Oui, exactement. Vraiment. Mais ça a évolué. Oui, grâce au génie génétique et aux améliorations génétiques qu'on a fait, on a développé ces plantes-là, on les a mis en stress de plein soleil. Puis on a sélectionné ces plantes-là dans le but de pouvoir bien performer au soleil. Puis ici, un fait intéressant qu'on regarde dans les plantes, ici, on se trouve à avoir dans les tubéreux des fleurs qui sont doubles et les fleurs qui sont simples. Les fleurs simples, c'est simplement la fleur femelle. Ah, okay. Fait que si on retrouve ici à la base, on voit ici, c'est là que les capsules de semences vont se faire. Ah, OK. Puis est-ce qu'on pourrait les récupérer? Non, les semences? Non, on ne se donne pas la trouble pour ça. On ajoute le produit totalement fini. Ça serait un gros travail de pouvoir récupérer ça. Et aussi, il y a les coléus qui, maintenant, sur le marché, il y a une panoplie de couleurs de feuillage tellement intéressant. C'est tellement intéressant, les coléus. C'est une très belle famille. Oui. Vraiment, et c'est une famille qu'on peut appliquer carrément à l'ombre et aussi au soleil. Mais
plus à l'ombre. C'est ça. Au soleil, on va plus opter pour des variétés qui sont bouturées. Je crois qu'ils ont plus tout comme l'impatient Nouvelle-Guinée qu'on retrouve obtenu par semence ou bien obtenu par bouture. Dans les coléus, maintenant, on se ramasse avec une gamme de plantes, la même chose. C'est obtenu soit par semis ou soit par bouture. Puis on a vraiment maintenant, c'est une famille qui a explosé au niveau du choix dans les dernières années. Est-ce que j'essaie d'en sortir C'est tellement beau, là. C'est tellement beau, les coléus. Ici, on a un plant de coléus qui est vraiment obtenu par semence, donc qui est plus économique, qu'on retrouve en format en 606. Les plants obtenus par bouture vont toujours être en pot. Exactement. Ou bien en arrangement. Ça, c'est vraiment une plante qui est vraiment de très haute performance. Si on veut s'aider dans le coléus, quand on les achète, on peut pincer les 2 premières feuilles sur le dessus. Exactement, ça va aider qu'il monte moins en hauteur, puis il va étendre son feuillage. Exactement. Ça. On vient briser la dominance apicale, donc la dominance de croissance en hauteur, en enlevant les 2 premières feuilles et le cœur. Et après ça, ceci va faire en sorte que les tiges latérales vont se développer. Fait que ça va faire une plante qui est beaucoup plus robuste. C'est tellement intéressant, Alain, de te recevoir. Tu as tellement de choses à nous apprendre. Ça passe tellement vite, tellement vite. On aurait tellement de produits à présenter. Il va falloir qu'on te réinvite, ça, c'est certain. Je te remercie infiniment pour tes conseils. C'est un grand plaisir pour moi. Et merci de m'avoir invité au Cerf Sylvain Cléroux. Merci à toi. Aujourd'hui, on fait une plantation de plantes vivaces. Comment s'y prendre? C'est simple. La première chose qu'il faut déterminer quand on plante des vivaces, c'est le sol et l'emplacement de nos plantes. Est-ce que le sol il y a trop d'eau? Est-ce que c'est un sol qui est argileux? Ça va nous aider à nous guider pour le choix de nos plantes. Aussi l'ensoleillement, parce que planter des vivaces, ça a l'air bien simple et c'est quand même assez compliqué parce qu'il faut vraiment comprendre le besoin de la plante pour que vraiment qu'elle vous offre la performance que vous voulez. Aussi, les vivaces, il y en a de toutes les hauteurs et le temps de floraison n'est pas toujours le même. Alors, c'est important là, de savoir c'est quand sa période de floraison pour vraiment créer une harmonie dans votre cour et dans votre jardin. Quand on choisit des plantes vivaces, je vous conseille de prendre des plants qui sont quand même assez matures parce que souvent, on va voir sur le marché des petits godets comme ça. Effectivement, c'est moins cher, mais ça va prendre au moins 2 ans avant que ça offre vraiment une performance dans votre jardin. Parce que bien souvent, les vivaces, en plus, ils vont fleurir sur la 2e année. Alors, si on prend un plant comme ça, alors il faut s'attendre là, de donner du temps à notre plante pour qu'elle puisse s'épanouir. Alors, des fois, si on va avoir vraiment une performance qui est plus immédiate, on va choisir un plant qui est beaucoup plus gros. Aussi, si on n'est pas certaine des variétés, je vous conseille quand on fait un jardin de vivaces, vraiment d'aller dans une place où on va avoir des conseils parce qu'il faut quand même s'y connaître pour savoir les hauteurs, le temps de floraison et tout, et donner à la plante vraiment le sol qu'elle a besoin parce que le plus important pour une plante vivace, c'est vraiment d'avoir un sol qui lui convient parce qu'il va y avoir des plantes qui vont avoir besoin d'un sol alcalin avec beaucoup plus d'acidité pour permettre d'avoir la coloration de sa fleur. D'autres vont avoir un sol qui est plus léger, l'autre, les graminées dans des sols qui ont plus d'eau. Alors, c'est vraiment d'être bien conseillé pour vraiment faire une harmonie. Aussi, je vous conseille d'en planter des fois plus qu'un ou 2 en même temps pour faire vraiment un massif, puis ça met en beauté là, vraiment le visuel de la plate-bande. Sur le marché, il y a tellement de variétés de vivaces, c'est incroyable. Maintenant, c'est inimaginable ce qu'on peut faire dans nos jardins. Et il y a beaucoup de beaux feuillages. Les œufs chers qui sont des variétés de feuillage vraiment extraordinaires. Vous savez, un jardin d'ombre à faire et vous voulez vraiment là, créer un point focal, je vous suggère d'utiliser des œufs chers. Il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a des blancs, des deux couleurs. C'est vraiment un plan extraordinaire. Et aussi dans les échinacées. Les échinacées, ce sont des plantes vraiment florifères, qui ont quand même un bon temps de floraison. Ils commencent à fleurir à la fin juillet et souvent, ils vont jusqu'au mois juillet ou jusqu'au mois de septembre en fleurs. Alors, il y a tellement de couleurs d'échinacées. Tout le monde connaît l'échinacée rose qui va un petit peu vers les teintes de mauve, là, mais maintenant, il y a du rouge, il y a du jaune, il y a du orange. C'est vraiment des fleurs qui sont magnifiques et qui ont une belle hauteur. Alors, c'est le fun d'aller derrière notre plate-bande un peu plus haut et descendre en dégradé et finir là, avec un beau rampant devant notre plate-bande pour vraiment créer une harmonie, tout le contour au complet de notre plate-bande.
Je vais vous présenter des petits rosiers que j'aime beaucoup. Ce sont les petits rosiers miniatures. Les petits rosiers miniatures, qu'est-ce qui est le fun? On les appelle miniatures justement parce que la fleur, elle est très petite et elle est très florifère et elle fleurit vraiment tout l'été. Alors, c'est juste pour le fertiliser, avoir un sol qui est acide, mettre un bon engrais, un bon compost là, dans notre terre. Pour toutes les vivaces, là, quand on rouvre notre terrain, on leur donne un bon compost. Parce que la terre, c'est vraiment important pour les vivaces, vraiment pour aider aussi au niveau racinaire. Alors, on va mettre un compost de crevettes, ça peut être un compost de fumier de mouton. Et ça va permettre vraiment d'avoir des vivaces qui sont vraiment florifères et abondantes. Pour revenir à mon petit rosier, qu'est-ce qui est bien le fun de ce petit rosier-là? C'est vraiment un rosier qui est pas mal à maturité au niveau de la hauteur dans ce plan ici. Et il est vraiment florifère, il va fleurir tout l'été. Alors, il faut juste aller le tailler là, régulièrement un petit peu là, quand la floraison, et il va refaire vraiment son cycle de floraison. Il est vraiment performant. Alors, il y a tellement de variétés, je pourrais tellement vous en montrer. Ici, on a l'hémérocaille que tout le monde connaît, le Stella d'Oro, qui est très, très utilisé en aménagement paysager parce que c'est une hémérocaille qui fleurit tout l'été. Alors, c'est vraiment là, une floraison qui est continue. Alors, c'est une floraison qui va vraiment continuer tout l'été, qui est un petit peu plus petite que l'hémérocaille régulière, là, que les grosses hémérocailles. C'est une petite fleur orangée, mais elle est vraiment florifère et fleurit tout l'été. Alors, c'est sûr, si je peux me permettre de vous dire, faites-vous conseiller en jardinerie pour avoir des bons conseils pour réussir vraiment une plantation de vivaces en harmonie et ça va être un plaisir de vous servir.